Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue. Bienvenue de la part de l'Office cantonal de l'égalité de la famille et de la part de la médiathèque qui nous accueille ici aujourd'hui. Désolée pour ces petits flottements, la situation rend tout un petit peu plus compliqué. Vous l'avez remarqué avec le traçage, avec ce genre de choses et le nombre de places très très limité. On n'a pas l'habitude de voir des assemblées comme ça. Mais bref, merci d'être là, parce que je pense qu'on est toutes et tous très heureux de se retrouver, puis d'avoir des séances en vrai, avec des vrais gens devant nous, et pas seulement des écrans. Donc merci de venir, malgré ces circonstances, parce qu'en tout cas, du point de vue de l'Office, et je pense pour la médiathèque, c'est pareil, de revoir des vrais gens, pas que par téléphone, pas que par ordinateur, ça fait vraiment plaisir. Donc merci d'être là, malgré ces circonstances. Je ne vais pas m'appesantir. On commence aujourd'hui avec un peu de retard cette série de rencontres de midi qui marque les 50 ans du suffrage féminin. D'abord en Valais, l'anniversaire a eu lieu au mois d'avril, et puis au niveau suisse en février de l'année prochaine. On va donc faire une fois par mois, après l'été, parce que quand même là, il y aura aussi une petite pause, mais depuis le mois de septembre, ce sera une fois par mois ce genre de rencontre de midi pour marquer cet événement important, où d'ailleurs les Valaisannes avaient eu le droit de vote avant les Suissesses, ou avant certaines Suissesses en tout cas. Le format est court, je ne vais donc pas prolonger. L'idée, c'est vraiment de faire pour une fois quelque chose à midi, avec peut-être un public différent qui ne peut pas forcément le soir. Donc on teste un peu ce format aujourd'hui avec vous. Sachez aussi que ce sera diffusé à partir de 20h ce soir sur la chaîne YouTube de la médiathèque, enfin du service de la culture. Donc vous pourrez revoir ou dire aux personnes qui n'ont pas pu venir qu'elles pourront suivre cette table ronde. C'est une table ronde, c'est pas un débat. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger sur un thème qui est important, c'est celui du dilemme entre ses propres convictions et parfois les positions de son parti. Est-ce que ces dilemmes sont plus forts, sont différents pour les femmes que pour les hommes? C'est un peu les questions que l'on va partager. Et de nouveau, l'idée, c'est d'avoir des politiciennes expérimentées pour la plupart, qui vont partager leurs expériences, qui vont être vraiment dans l'échange. De nouveau, ça ne se veut pas un débat, ça se veut un échange sur ces expériences personnelles qui sont quand même particulières et qu'on a aussi à gérer quand on s'engage en politique. Voilà, merci de nouveau à la médiathèque qui nous accueille et qui est partenaire pour toute cette série. Merci pour cette fois à Nicole Michlik qui assure la médiation ou l'animation plutôt de cette table ronde. Et puis en vraiment 2 mots, je vais vous présenter les différentes intervenantes qui sont là. Je vais commencer par ordre alphabétique. Sarah Constantin, députée IPS, ancienne coprésidente de Solidarité Femmes. Silette Créton, juste derrière moi, ancienne candidate indépendante au Conseil d'État, ancienne présidente aussi du Parti radical démocratique, c'est comme ça que ça s'appelait. Carole Fourer, qui est aussi derrière moi, donc ancienne députée suppléante, ancienne secrétaire générale du PDC, candidate aux élections nationales de l'année dernière, également présidente des syndicats chrétiens. Nadine Rechen, à ma droite, on en rigolait tout à l'heure sur les positions entre la droite et la gauche, mais depuis ici, c'est pas la même que depuis l'autre côté. Donc, ancienne députée suppléante UDC, qui a été également 2 fois candidate aux élections nationales en 2007 et en 2015. Et enfin, Anne-Marie Sautier-Luyet, députée IPLR, ancienne présidente du Grand Conseil, qui vont nous parler de leurs expériences et échanger sur ce thème. Donc merci encore d'être là et puis bon échange à tout le monde. Alors, bonjour à tout le monde. Je vous propose donc un premier tour de table en vous demandant à quel moment et sur quel thème vous avez été en porte-à-faux, pas tout à fait d'accord avec votre parti. Je commencerai par Silette Créton, qui avait une grande expérience dans le domaine, si on peut le dire. Oui, j'aurais évidemment beaucoup d'exemples à donner de conflits de loyauté qu'il peut y avoir entre la position individuelle et celle de son parti politique, et je crois que ce n'est pas propre aux femmes. À titre personnel, évidemment, que là où j'ai eu le plus gros conflit de loyauté avec mon parti, c'est en 2001, quand, après 30 ans de suffrage féminin, de droit d'éligibilité, j'ai constaté qu'aucun parti n'avait jugé utile de mettre une femme sur une liste pour l'élection du Conseil d'État. Et il n'y avait pas de femmes donc, élues au Conseil d'État à cette époque. Et c'est un peu par révolte contre cette situation que je me suis lancée à titre totalement indépendant. Et évidemment que, comme j'avais été présidente pendant 4-5 ans du Parti radical valaisan, ça l'affichait un peu mal.
tout d'un coup de larguer les amarres. Voilà, il y a d'autres exemples que je pourrais fournir. Il y a des anecdotes plus croustillantes. Tout au début de l'époque où j'étais au Grand Conseil, je me souviens que Peter Bodenman, qui était député suppléant à l'époque, avait eu la bonne idée de déposer une résolution où il demandait par vote à l'appel nominal de se prononcer sur le sujet suivant. Il disait on veut que le Conseil d'État désigne les chefs de service à l'État et les collaborateurs administratifs non plus en fonction de leur appartenance politique, mais en fonction de leurs compétences. Et il fallait se prononcer par oui ou par non. Et je me rappelle que ça m'avait tellement paru aller de soi. À l'époque, je rappelle quand même qu'il y avait 80 chefs de service, dont un qui n'était pas démocrate chrétien. Donc je m'attendais à ce que tous les partis minoritaires au moins soutiennent cette proposition, et j'avais constaté qu'en dehors des socialistes, j'étais la seule à avoir voté de cette manière-là. On ne m'en avait pas fait grief. C'était pire, on était venu me demander si j'avais bien compris la question. Donc voilà, c'est dire que je pense que le conflit de loyauté avec le parti, c'est une constante en politique. Et comment a réagi le PLR de l'époque quand vous êtes partie comme indépendante au Conseil d'État? Est-ce qu'on vous a exclu? Et puis au Grand Conseil, quand vous avez voté non pas avec la majorité du parti, comment a réagi le parti? Est-ce que il vous en a voulu, il vous a exclu ou autre? Non, je dois reconnaître que j'ai jamais eu le sentiment au sein du Parti radical dans lequel je militais à l'époque, jamais eu le sentiment qu'on me contraigne à faire quoi que ce soit. Je pense quand même que génétiquement, le Parti radical était relativement ouvert et tolérant sur pas mal de questions. Donc même au moment où j'ai décidé de faire cavalier seul pour l'élection au Conseil d'État, alors qu'il y avait un candidat radical qui a d'ailleurs été élu, je m'attendais plutôt à une réaction assez violente. Or, le parti n'a pas jugé utile de m'exclure et je n'ai pas jugé utile non plus de démissionner du parti. Donc les choses se sont plutôt passées relativement simplement, quoi. J'ai fait valoir ma position personnelle et puis elle a été entérinée de cette manière-là. Je ne pense pas avoir fait beaucoup de voix radicales à ce moment-là, ce qui était, me semble-t-il, assez logique. Carole Fourret, vous êtes démocrate chrétienne. Alors, quelles sont vos expériences? Qu'est-ce que vous avez vécu comme conflit de loyauté avec votre propre parti? Alors, j'ai quand même eu la chance de toujours pouvoir m'exprimer, même si je ne pensais pas comme mon parti. Alors, peut-être qu'après, dans les urnes, on le ressent dans les urnes, mais en tout cas, au niveau de mon parti, ils ne sont jamais venus en face de moi si je ne pensais pas comme eux. Mais j'ai eu autant des... Oui. Je vous coupe, mais vous dites j'ai pu m'exprimer, mais vous avez pu vous exprimer à l'intérieur du parti ou bien même publiquement dans la presse? Même publiquement, même publiquement. Par exemple, en 2015, j'étais faire la Gay Pride. Et puis, voilà, il n'y avait pas beaucoup de PDC. Je devais être la seule PDC. Et puis, autrement, mais il y a des sujets de société. Par exemple, justement, pour le congé paternité. Moi, pendant la campagne, je fais partie du comité pour les 4 semaines congé paternité. Bon, maintenant, on va voter pour 2 semaines. Mais toute ma campagne, je me suis battue pour les 4 semaines. Et puis, il y a des tas de gens qui me disaient bravo, etc. Puis, il n'y a jamais le parti qui est venu vers moi en me disant mais écoute, le PDC, c'est 2 semaines. Alors maintenant, tu dis 2 semaines. Donc, j'ai toujours eu ma liberté. Et puis, d'autres sujets plus économiques, comme la réforme, l'imposition des entreprises, où je ne partageais pas l'avis de mon parti, parce que je trouvais qu'il y avait des gros points négatifs qui ne pouvaient pas passer. Donc, dans ce genre de sujet, j'ai toujours pu, même publiquement, m'exprimer. Après, peut-être que dans les urnes, je ne suis pas assez PDC pour certains, et puis ça se ressent peut-être dans les urnes. Et le parti, même la direction du parti, est-ce que vous avez eu des remarques pour dire maintenant tu te tais, ça suffit, va dans l'autre sens? Ça s'est passé comme ça? Jamais. Je n'ai jamais eu une remarque. Jamais. Par contre, des fois, on entend des gens qui disent « Ah ouais, mais elle pense ci, ou ça, ou elle dit ça. » Mais autrement, le parti, jamais. Mais je pense que s'ils étaient venus vers moi, ça n'aurait rien changé. J'aurais discuté avec eux en disant « Mais
On n'est pas des moutons, c'est pas parce qu'on fait partie d'un parti qu'on doit penser de A jusqu'à Z comme notre parti. Puis un parti, ça évolue aussi, puis on est là pour faire évoluer notre parti aussi. Nadine Reichen, vous êtes membre de l'UDC. Alors, quels ont été vos conflits, petits ou grands, avec votre propre parti? Alors bon, moi je commencerai par dire que déjà en politique, rien n'est simple. Moi, les grands conflits que j'ai rencontrés, c'était lors de ma campagne au Conseil national en 2015. Et quelques années plus tard, c'était l'élection à la deuxième vice-présidence au Grand Conseil d'Edmond-Perruchot. Sur des sujets sur lesquels j'étais en porte-à-faux avec mon parti, c'est sûr qu'à l'interne, on peut en parler. Par contre, à l'externe, non, franchement non. On a quand même des mots d'ordre qui sont donnés. Oui, à l'interne, on a des discussions. Mais après, tout bêtement aussi au Grand Conseil, il faut suivre le parti. Donc, dans le cas de l'UDC, vous devez être, en tout cas en public, aligné couvert. En gros, c'est ça. Sur les idées du parti. Oui, exactement. Si on s'exprime, je ne dirais pas si on s'exprime dans la rue avec quelqu'un, mais si on s'exprime publiquement sur un débat, à la télé ou au Grand Conseil, si on est élu, effectivement, on a vraiment une ligne à suivre. Mais ça veut dire aussi que si vous avez une idée qui est contraire au parti, vous pouvez, dans le cadre de l'interne, essayer d'argumenter pour que le plus de gens adhèrent à vos idées, mais seulement dans le cadre de l'interne, c'est ça? Exactement, et c'est pas facile. J'ai eu plusieurs fois des sujets, notamment pour le Grand Conseil, mais voilà, on n'a jamais, les femmes, on s'était vraiment mis côte à côte pour essayer de faire comprendre notre point de vue de femme, notre sensibilité et pourquoi nos arguments, mais on n'a jamais réussi à passer la rampe. Bon, il y a quand même deux sujets pour lesquels vous vous êtes exprimé publiquement. Je pensais à l'élection d'Edmond-Perruchot, par exemple. Est-ce que vous avez eu des représailles de la part du parti après? Oui, clairement. Lesquelles? Alors ça a été une année très difficile parce que je pense que le 80 voire le 90% du groupe ne me parlait plus, dont le chef du groupe. Mais vraiment plus parler. J'allais aux séances de groupe, c'était même pas bonjour. Ils ne voulaient plus me laisser intervenir au Grand Conseil. Non, là, une année et demie, ça a été vraiment difficile parce que j'étais, pour pas dire l'expression de l'UDC, mais un peu le mouton noir de l'UDC, effectivement. Donc ouais, ça a été difficile. Et puis après, bon, moi, la grande chance que j'ai eue, je pense, au Grand Conseil, c'est que finalement, j'étais quand même quelqu'un d'apprécié. J'arrivais à faire des alliances avec d'autres partis, à faire passer ce que je voulais faire passer. Mais c'est vrai que c'est des périodes difficiles quand votre parti vous tourne le dos vraiment publiquement. Et je me rappelle que j'avais énormément défendu la prothèse dentaire pour les chiens, d'où mon parti n'était pas très favorable à ça. Et ça ricanait dans mon dos quand j'intervenais. Et je trouvais ça vraiment assez de bas étage, parce que je veux dire, en plus que ça se voit, il y a les médias, il y a tout le Grand Conseil qui est là. Non, c'était difficile et ça m'a aussi valu ma réélection par la suite. Pour cette voix, vous me disiez. C'est ça, pour cette voix. Et vous êtes toujours dans le parti? Vous militez encore? Vous êtes encore active? Je suis toujours dans le parti, je milite beaucoup moins, je suis pas mal en retrait depuis ma non-réélection, donc je suis toujours vraiment la politique. J'accepte toujours volontiers des débats ou des tables rondes avec plaisir, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à cette situation et je me dis, je ferme pas les portes parce que on ne sait pas dans la vie qu'est-ce qui se présente à nous, mais vraiment beaucoup de recul et je regarde maintenant un peu ce qui se passe. Sarah Constantin, vous êtes socialiste. Alors, quels ont été vos conflits avec votre propre parti, s'il y en a eu un? Il y en a eu quelques-uns, pas des grands conflits. C'est vrai que pendant les dernières élections fédérales, j'ai plutôt été en porte-à-faux avec l'association Solidarité Femmes qu'avec mon parti. J'avais fait le choix assez clair entre les valeurs et la simple représentation du genre, de me rallier aux valeurs. Mais concernant certains dossiers au Grand Conseil, comme Nadine, j'ai quelquefois pris des positions qui n'allaient pas dans le sens de mon parti, mais j'ai toujours eu l'impression qu'en exposant son point de vue, alors c'est clair qu'il ne faut pas au dernier moment voter le contraire sans avoir prévenu personne, à mon avis ça passe pas très bien, mais en parlant en séance de groupe, ça a toujours été compris, et puis en général c'était sur des sujets plutôt clivage pleine montagne, notamment quand on parlait de la latte. Moi j'avais plus
l'envie de défendre les vallées, d'où je viens, et puis aussi concernant la loi sur la chasse. Récemment, là, j'avais pas le même avis que mon parti, je l'avais expliqué, puis ça avait été bien pris. Alors justement, est-ce que vous avez pu, ou vous pouvez encore, puisque la chasse, on n'a encore pas voté la loi sur la chasse, est-ce que vous pouvez vous exprimer librement en public, dans la presse, sur vos idées, même si le parti a décidé un mot d'ordre? Bon, ça m'est encore jamais arrivé parce que sur les articles de la LAT, c'était toujours des petits votes sans grandes conséquences, dans le sens où la presse venait pas nous parler de ça après. La loi sur la chasse, pour l'instant, tout a été repoussé. Les députés socialistes au Conseil national ont voté contre. Le parti suisse a pris position contre, sauf erreur. Je crois que le PSVR s'est pas encore prononcé, donc vu que tout a été repoussé en septembre, il faudra voir à ce moment-là. Après, est-ce que j'ai l'envie de me lancer dans la campagne du oui contre mon parti? Ça, c'est des discussions qui se feront. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très spécial, là, vraiment, comme j'ai dit, un peu entre la plaine et la montagne, des différences aussi de mentalité, et puis ce courant est assez présent au sein du PSVR, donc je suis de loin pas la seule. Mais on peut dire carrément que ce courant, il est carrément présent dans tout le canton, hein. Entre la plaine et la montagne, on voit que ça vient de plus en plus différent, quoi. Les habitants de la plaine, comme ils votent, et les habitants des montagnes. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on ressent au Grand Conseil, hein. Je pense que tous ceux qui ont siégé au Grand Conseil, il y a parfois des votes où on se rend bien compte qu'il y a ce clivage, et puis ça doit exister dans tous les partis. Et comment le parti a réagi lorsque vous étiez pas tout à fait d'accord avec le comité directeur et les autres membres? Ça a plutôt été dans les séances de préparation du Grand Conseil, donc avec le groupe politique de l'Alliance de gauche. Je crois que si on est bien préparé, qu'on présente ses arguments calmement et posément, et puis que ça a du sens, ils étaient toujours prêts à l'entendre. Et puis, je viens comme je l'ai dit, dans l'Alliance de gauche, il y a deux partis différents, et puis on a l'habitude parfois de ne pas avoir tout à fait les mêmes avis entre le centre-gauche PCS et le PS. Anne-Marie Sautier, ancienne présidente du Grand Conseil, vous, est-ce que ça vous est arrivé d'être en conflit pour des idées avec votre propre parti, qui n'est plus le Parti radical libéral, qui est le Parti libéral radical, hein, je crois. C'est ça? PLR. PLR, c'est juste. Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je dirais peut-être la toute première fois, c'était en 2007, en août 2007, mais c'était au niveau communal. La commune de Savièse avait proposé une assemblée primaire pour le 21 août, assemblée qui était passée un peu sous silence dans la convocation pour la vente de terrain sur le site de Bigny. Et la personne qui avait lancé le processus, c'était le président de la commune, qui était PLR comme moi, radical comme moi. Et on a eu un conflit assez ouvert qui s'est soldé par une assemblée primaire qui a réuni plus de 500 personnes. C'était un record. Et là, j'avais même eu des menaces. J'ai dû me faire escorter pour cette assemblée. Et finalement, le terrain n'a pas pu être vendu parce qu'à bulletin secret, ça a été refusé. Alors, ça a été le premier grand conflit avec mon parti, mais à l'interne du comité du parti, il y a quand même 2-3 personnes qui m'ont fait le reproche, mais par contre, la population n'a pas suivi. La population m'a toujours soutenu par la suite. Après, je dirais qu'on a, à tous les niveaux, communal, cantonal, fédéral, encore, on est très focalisé sur le régionalisme et sur la représentation, par exemple, pour l'accès à certaines fonctions, présidence et autres. Je crois que tous les partis ont encore ce système un peu de tournus. Et puis moi, je suis systématiquement en défense pour les femmes quand il y a une candidature de femme qui a les mêmes compétences ou les qualifications. Puis la plupart du temps, la femme a encore des compétences et des qualifications supérieures, mais elle n'est pas forcément soutenue dans les choix de parti. Alors là, on a eu parfois des débats assez forts. Et le parti, le comité directeur, le parti, comment a-t-il réagi justement dans vos prises de position? Mais je crois qu'au niveau cantonal, il n'y a pas de souci. Tout le monde accepte le débat d'idées. Ça se fait de manière très démocratique, respectueuse. Bien sûr, de temps en temps, on connaît un peu ma fibre féministe, si bien que souvent on me chambre avec ce genre d'histoire, mais autrement, c'est très soft. Et vous, comment vous l'avez ressenti? Comment vous l'avez vécu?
Si je reviens à la première étape, donc 2007, j'étais déjà engagée plus ou moins en politique. C'était assez violent parce que, pas pour moi, parce que j'avais le cuir assez épais après une vie privée un peu avec des mouvements et des deuils un peu particuliers, donc le cuir était fait. Mais j'ai toujours détesté quand les gens s'attaquaient à ma famille. Parce que si moi j'aime la politique, c'est pas forcément le cas de mes enfants ou de mon mari. Et je trouvais ça tellement odieux que les gens osent s'en prendre à mon conjoint ou à mes enfants. Maintenant, toujours dans le même sujet, mais est-ce que les sujets de discorde que vous aviez avec votre parti, est-ce que c'était plutôt ceux concernant, je pense, les femmes, l'égalité, l'avortement, l'adhésion à Solidarité Femmes, enfin des sujets plutôt féminins, féministes. Nadine Reichen, est-ce que c'est ces sujets-là qui posaient parfois problème? Parce que je me souviens, il y a de nombreuses années, les seules femmes qui n'avaient pas adhéré à Solidarité Femmes, c'était les femmes UDC. Oui, alors effectivement, tous les sujets qui touchent le côté féminin à l'UDC, c'est un petit peu tabou, je dirais. Moi, j'ai par la suite quand même adhéré quelques années. J'ai fait partie du comité Solidarité Femmes quelques années parce que je me dis il faut quand même aller dans les associations, voir qu'est-ce qui se passe plutôt que de toujours aussi critiquer sans savoir qu'est-ce qu'il y a à l'interne. Donc, sur demande de Marcel Monet et Terreta, j'avais effectivement accepté de rejoindre le comité pendant plusieurs années et je trouve que ça a été une jolie expérience aussi parce qu'on n'est pas, voilà, j'ai eu un petit peu de peine, c'est vrai, effectivement, à m'intégrer parce que c'est quand même un côté un peu plus socialiste, Solidarité Femmes. Mais voilà, on a toujours tout à apprendre et puis c'est toujours des expériences enrichissantes. Et voilà, c'est sûr que, alors à ce moment-là, je n'ai pas demandé l'approbation de mon parti pour aller là, mais c'était un petit peu... Et les femmes de votre parti, comment elles ont réagi? Parce que je me souviens aussi, c'est pas une anecdote, c'est une réalité, que je sais plus, il y a des années, lors d'élections fédérales, toutes les femmes de tous les partis, c'était dans le cadre de Vinéa, elles s'étaient réunies, elles avaient fait un débat, elles avaient discuté ensemble, elles ont fait en plus une campagne un peu commune, toutes les femmes de tous les partis, sauf l'UDC. Ça, c'était en quelle année? Parce que ça ne me parle pas. C'était l'année. Cette année. Ah, ça doit faire 10-12 ans, il me semble. Mon Dieu. Ouais, alors, sur là, je n'étais malheureusement pas encore super active en politique il y a 10-12 ans à l'UDC, donc je ne saurais pas trop expliquer le pourquoi du comment. Je pense qu'il y avait, à mon avis, à l'époque, qu'une seule femme qui faisait partie de l'UDC. Et soit elle n'a pas voulu suivre le mouvement ou alors le parti lui a mis les bâtons dans les roues, je ne sais pas. Mais là, franchement, je ne peux pas trop m'avancer parce que j'y étais pas encore. Sur les sujets féminins, féministes, femmes, vous avez votre opinion, certainement, de femme. Le parti, qu'est-ce qu'il vous disait? Est-ce qu'il vous tapait sur les doigts ou il vous approuvait? Alors non, alors clairement à l'UDC on n'a pas le droit d'être féministe, ça c'est quand même une règle de base. Hein. Donc moi j'ai toujours quand même gardé mes convictions, mes valeurs, donc les sujets qui me tenaient à cœur et quand j'étais en porte-à-faux, notamment sur l'avortement, je veux dire j'ai gardé ma ligne et puis voilà, c'est toujours des conflits, c'est jamais évident, mais je trouve qu'il faut rester intègre avec soi-même et défendre les valeurs auxquelles on croit, même si notre parti ne nous soutient pas. Et Carole Fourer, vous, est-ce que vous avez eu des conflits purement, je dirais, féminins, féministes avec votre parti? Vous n'étiez pas toujours d'accord avec ce qu'ils proposaient, avec leur mot d'ordre? Oui, mais c'est vrai que quand j'ai commencé au Grand Conseil, c'était en 2005, et puis il y avait Solidarité Femmes. On a bien compris, nous les femmes, qu'il ne fallait pas trop aller à Solidarité Femmes. Puis je crois qu'à l'époque, il ne devait pas avoir grande femme PDC qui allait. C'est venu plus tard. Et puis, d'un coup, on nous avait dit, puis là, au Grand Conseil, derrière, il y a les socialistes, vous n'avez pas besoin de discuter avec. C'était un petit peu ça quand je suis arrivée. Mais autrement, je trouve que j'ai toujours quand même eu une assez grande liberté, puis je ne me rappelle pas trop d'avoir eu des votes au Grand Conseil à ce sujet où j'aurais pas pu dire ce que je pensais ou voter ce que je pensais. Après, c'est plus sur des sujets de société.
Alors maintenant, on a le mariage pour tous. Quand on voit la position, c'était dans la presse. Si j'avais été élue au Conseil national, je vous promets que j'aurais pas eu cette position, la même position que ces élus. Même s'il y avait eu peut-être un forcing du PDCV, ça je n'aurais jamais renié cette conviction. Mais j'ai aussi eu, comme j'ai dit avant, sur des thématiques économiques aussi, où je n'avais pas tout à fait la même vision que mon parti. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, quand on était au Grand Conseil, quand il y avait des choses plus spécifiquement féminines, c'était comme si on allait à une réunion Tupperware pour eux. C'était un peu des trucs de bonnes femmes, etc. C'était pas. Je trouve que souvent en tant que femme, ce qu'on fait dans certaines associations, c'est pas valorisé par les hommes. Et Anne-Marie Sautier, est-ce que vous, c'était aussi souvent ou plusieurs fois pour des sujets féminins, féministes? Pas spécialement, j'ai pas de souvenirs, à part des cas d'élection, ou autrement c'est un peu sur tous les sujets. Quand on n'est pas du même avis, on le dit, on s'exprime assez librement. Et au sein du parti, à partir du moment où on y est, on est reconnu. Je dirais que pour la femme, c'est peut-être plus difficile d'accéder. Mais une fois qu'on a acquis une notoriété, on a acquis une fonction parce qu'on a été soutenu par la population, après au niveau des débats, ça se passe très bien. Juste peut-être par rapport à ce que disait Carole tout à l'heure, je citerai un exemple où il a fallu l'union de toutes les femmes, de tous les partis du Parlement. C'était, Isabelle le sait, la loi sur les violences conjugales qui avait été initiée par Marcel Monet-Terretta, et il a fallu 9 ans pour pouvoir la mettre sur les rails. Et quand j'ai pu sortir ce projet, ce truc du tiroir, j'ai dû mobiliser, je me suis adressée personnellement à toutes les femmes du Parlement pour qu'elles le soutiennent. Elles ont fait, elles, le forcing à l'intérieur des partis pour que ça passe. Mais donc, quand il faut, il y a une solidarité, elle est bien présente. Mais autrement, non, à l'interne au PLR, je crois que ça se passe relativement bien. On nous le dira en tout cas pas en face. Et est-ce qu'il y a une solidarité justement entre femmes au Parlement? Parce que je lisais ce matin dans Le Temps du Jour, une conseillère nationale bernoise, elle disait, nous les femmes, il faut qu'on soit d'accord à 90% avec l'idée que propose une autre femme. Les hommes sont plus flexibles, si ça 50-60% ça va, ils sont d'accord, ils ne se posent pas trop de questions. Mais nous les femmes, on doit être à 90% d'accord avec l'idée d'une autre femme, de n'importe quel parti. Est-ce que vous avez remarqué une différence? Il y a certainement une différence de perception, mais là on revient toujours à la question par rapport au vote lié dans les partis. Lorsqu'en séance de préparation, la majorité est très nette pour un projet, il y a un vote lié qui est demandé. À titre personnel, je suis très frondeuse, indépendante d'esprit, donc il n'y a personne qui m'empêche de voter selon mes convictions, mais des fois ça crée des tensions. Donc là, les gens peut-être, parce qu'ils suivent le mot d'ordre du parti, n'osent pas prendre une position différente. Je pense que c'est pour ça. Et Sarah Constantin, ça vous est arrivé d'être en porte-à-faux pour des sujets typiquement féminins? Bon, on peut dire que le Parti socialiste, je ne dirais pas un modèle, enfin au niveau égalité, au niveau quota, vous êtes toujours en avant en général, en tout cas en Valais. C'est vrai que c'est le cas, j'ai pas souvent été, enfin je crois que j'ai jamais été en porte-à-faux avec mon parti pour des questions comme ça. On n'est pas seulement écouté au sein du PS les femmes, mais on est suivi. On a des alliés, il y a des hommes qui se battent avec nous et ça c'est tellement important. Parce que de juste être écouté et qu'on nous dise oui c'est bien, fais ci ou prends la parole là-dessus, c'est pas suffisant. Et le fait d'avoir des alliés, ça rend le combat plus facile et je trouve qu'il faut encore plus de courage pour se battre pour ça quand on est seul. Est-ce que vous pensez que c'est plus féminin que masculin d'être parfois en désaccord avec son parti? Non, ça c'est pas une chose que j'ai remarqué en tout cas de ma courte carrière politique au Grand Conseil. J'ai l'impression que c'est très lié au sujet et que ça n'a pas de grand rapport avec le genre. Et Silette Crétan, vous aussi, vous avez été députée. Est-ce que vous pensez que c'est plus... Quand vous étiez pas tout à fait d'accord avec votre parti, est-ce que c'était beaucoup sur les sujets féminins, féministes?
Là, c'est juste? Oui. Bon. Oui, c'était parfois sur des sujets qui touchent aux femmes, mais c'était assez souvent aussi sur d'autres sujets. Moi, je dois dire que je vois une particularité pour les femmes, ce que j'ai vécu, disons, depuis les débuts de l'accès des femmes en politique, c'était au moment des élections. C'était le cas, par exemple, quand j'ai été candidate en 2001. Les femmes des autres partis devaient se poser la question, est-ce qu'on vote pour une femme ou est-ce qu'on s'en tient à nos candidats de parti? Et ça leur a posé beaucoup de problèmes, à commencer par les socialistes, parce que finalement, au niveau des idées, j'étais assez proche des socialistes, et beaucoup de femmes au Parti socialiste, finalement, tenaient à ce qu'il y ait une femme qui soit élue, et ça leur avait posé d'assez gros problèmes au sein du parti, mais ce n'était pas spécifique aux socialistes. Ce qu'il y a de particulier en tant que femme, c'est que dans la plupart des élections que j'ai vécues depuis le début, c'est qu'il n'y a pas toujours une femme sur toutes les listes. Souvent, on doit choisir, nous les femmes, entre voter femme ou voter quelqu'un de notre parti. Et ça, je pense que les hommes sont beaucoup moins soumis à ce genre de tiraillement, tout simplement parce que des hommes, il y en a sur toutes les listes. Et une bonne partie, disons, des histoires que j'ai vécues, je me souviens par exemple qu'en tant que présidente du Parti radical valaisan, j'avais soutenu la candidature de Viola Amert au Conseil d'État parce que il n'y avait d'abord pas de radical, donc ça ne me posait pas de gros problèmes de conscience, mais simplement je pensais qu'elle soutiendrait efficacement les femmes, et qu'elle l'avait dit et que je la croyais. Et là, bien sûr, qu'on m'avait quand même fait pas mal de reproches en disant mais ça ne joue pas. Maintenant, sur les mots d'ordre de parti, je veux quand même dire ceci, en principe, tout élu est censé voter en son âme et conscience. Donc les mots d'ordre, ça marche si on les accepte, mais autrement, ça ne devrait pas marcher du tout. Personne ne peut vous imposer une manière de voter. On peut vous faire des tas d'ennuis, on peut ne pas vous réélire, mais en tout cas, il n'y a rien dans les lois, les règlements ou la Constitution qui fait que chaque individu élu ne peut pas simplement suivre ce que sa conscience lui dicte. Et c'est pour ça qu'ici, on a plutôt affaire à des femmes indépendantes. Il y a aussi des hommes qui sont suffisamment indépendants d'esprit pour avoir de temps en temps des positions qui les mettent en porte-à-faux avec leur parti. Mais je veux dire que tout le monde pourrait très bien suivre ce genre d'attitude. Est-ce que vous pensez que c'est pareil aujourd'hui et hier ? Oh, j'espère que ça a évolué quand même, parce que je dois dire que nous, on était vraiment dans les premières à se lancer à l'eau. Je dois dire qu'à l'époque, on était tellement peu nombreuses, donc c'était facile de s'unir. On était 7 à la première élection au Grand Conseil que j'ai faite en 73. C'était la première fois que les femmes entraient au Grand Conseil, on était 7 femmes. Donc on s'est tout de suite mis ensemble pour défendre certaines positions. Nos partis comprenaient ça très très mal, mais c'était tous les partis qui comprenaient mal, parce que simplement on nous reconnaissait un tel manque de métier que évidemment on ne nous faisait pas de grands reproches, mais en tout cas ça paraissait assez insensé qu'on vote ensemble. Par la suite, on est tombé à 6, puis à 4. Donc, le moins qu'on a été au Grand Conseil, c'était 4 femmes sur 130. Donc, vous pouvez bien imaginer que, sans même que ce soit officiel, on n'avait pas besoin de créer un groupe. On se retrouvait quasi naturellement. Et le fait de s'opposer parfois à son parti, est-ce que c'est un risque pour sa carrière politique, Carole Fourer ? C'est dur à répondre catégoriquement, mais je pense peut-être, quand même. Moi, j'ai vu l'année passée pendant ma campagne, j'ai vraiment... Moi, si je défends quelque chose, c'est que j'y crois.
Et puis, donc, même si mon parti ne défend pas cette chose-là, je ne vois pas pourquoi moi je ne la défendrais pas si j'y crois. Et pendant la campagne, j'avais quand même l'impression que certains candidats étaient très très lisses, comme ça, ils sont sûrs de plaire à tout le monde. Et moi, je me suis dit, c'est pas le but, c'est pas, et je vais défendre certaines thématiques. La première soirée électorale, il y a une personne qui est là dans la salle, peut-être qu'elle se rappellera. Je suis venue sur la thématique des problèmes d'égalité salariale, et puis de parler de la grève des femmes devant une population de montagne, principalement des hommes, et je pense que la moyenne d'âge, disons 58 ans, on dira. Et quand je suis arrivée, non, parce que l'après-midi, je préparais justement mon intervention. Et puis, j'avais fait quelque chose, mais de lisse. Je me suis dit, non, moi, je ne peux pas commencer une campagne lisse pour plaire à tout le monde. Là, on parlait, il y avait l'Office fédéral de la statistique qui venait de sortir les statistiques d'inégalité salariale. Il y avait les articles aussi sur le problématique deuxième pilier des femmes. J'ai dit, on a la réforme de l'AVS, réforme du deuxième pilier. J'ai dit, je viens sur ce sujet-là, mais côté femme, en tant que féministe. Puis après, j'ai terminé sur la grève des femmes. Quand je suis arrivée à la fin de la soirée, d'un coup, je me suis dit, oui, Carole, tu as pris des risques, tu continueras comme ça ta campagne. Et j'ai continué, je ne vois pas pourquoi je devais être lisse. Et j'avais l'impression que plus j'avançais, plus je voyais autour de moi des gens qui se fondaient pour vraiment plaire à tout le monde. Mais je me suis dit, zut, moi, si je suis élue, c'est pas je suis comme ça et que je peux amener telle chose. Et puis voilà. Donc, oui, je pense qu'on prend des risques quand même, des fois. Nadine Reichen, vous, on peut le dire, vous avez pris des risques et puis ça s'est pas trop bien passé au niveau de votre carrière pour la suite. Effectivement, oui, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai peut-être un petit peu cumulé entre ma campagne au Grand Conseil et quelques années plus tard le soutien et de mon père Huchou. C'est vrai que ça m'a vraiment valu, pour cette petite voix, mais j'ai eu beaucoup de traçage et c'était clairement un mot d'ordre qui avait été donné. Hein. Donc oui, quand on est en porte-à-faux avec son parti, c'est pas évident. Mais voilà, moi je suis un petit peu sur la ligne à Carole parce que je préfère effectivement pas être réélue et puis être intègre avec moi-même et être élue pour ce que je suis et ce que je défends, plutôt que de suivre le mouvement et puis voilà, de plaire à tout le monde. Et Anne-Marie Sautier, est-ce que pour vous, ça a eu un problème dans votre carrière? Mais visiblement pas, mais... Non, apparemment pas. Au contraire, c'était plutôt positif d'avoir montré un certain esprit tempérament fort. Puis ensuite, au niveau du canton, j'ai toujours eu un très très large soutien d'un peu tous les partis. Je suis, je pense, assez consensuelle. Par contre, il peut y avoir des différences si on est vraiment la personne qui émerge dans un parti. En tant que femme, on sera certainement moins sollicité dans des sujets qui touchent à des lobbies. Dès qu'on s'oppose à certains lobbies, quels qu'ils soient, on devient plutôt la personne qu'il faut ignorer ou alors écarter. Et Sarah Constantin, le fait de s'opposer parfois, carrière politique, c'est pas impossible. Moi, je pense que ça peut être dangereux, je suis quand même assez d'accord avec mes collègues. Il faut bien peser les intérêts, c'est important. Il y a des fois où c'est pas forcément nécessaire de prendre la parole et de dire qu'on n'est pas d'accord. Par rapport aux campagnes électorales, je pense que c'est pas anodin que les 5 femmes qui sommes ici, on ait tous du caractère, parce qu'il faut du caractère pour tirer son épingle du jeu parmi ces listes quasi exclusivement masculines des fois. Et puis il ne faut pas oublier qu'une campagne politique, c'est d'abord une campagne contre nos collègues de liste. On a beau faire campagne avec eux, c'est pas Sarah Constantin contre Nadine Reichen, contre les autres. C'est d'abord au sein de la liste, qui sait qui va passer. Et ça, ça peut aussi créer des tensions au sein du parti. Et ça, vous le sentez très fort, que c'est au niveau des listes que ça se passe? Alors moi, j'ai pas encore fait de campagne à, disons, grand enjeu. Ma première campagne, c'était sur la liste des jeunes en 2015 pour le Conseil national. Donc ça comptait pour du beurre, c'était bon enfant, c'était sympa. Après, il y a eu la campagne pour le Grand Conseil. À nouveau, c'est par district, on se connaît tous, c'est assez différent, c'est à la proportionnelle.
Après, il y a les campagnes majoritaires, ça c'est une autre paire de manches. Et puis, plus il y a d'enjeux, plus c'est délicat, je pense. Et Silette Créton, est-ce que vous êtes d'accord avec, par exemple, Sarah Constantin, Carole Fourrière? Est-ce que c'est difficile quand on n'est pas d'accord avec son parti pour sa carrière politique? Évidemment que c'est très difficile et surtout c'est invisible. Tout ce qui a été dit ici autour de cette table, souvent on ne vous condamne pas officiellement. Par exemple, c'est tout en souterrain, quoi. Voilà, mon parti aurait très bien pu me mettre à la porte le jour où j'ai décidé d'avoir une candidature sauvage. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Moi, j'ai vécu des périodes où je me sentais très ostracisée au Grand Conseil parce que j'avais été ostracisée par un des leaders de mon parti. C'était même pas le cas de tous les membres du Parti radical à l'époque au Grand Conseil, mais quand un leader avait parlé, si par malheur on avait le toupet de s'opposer à son point de vue, alors là on avait des tas de manières de nous mettre à l'écart, et souvent les collègues n'osaient même plus venir manger avec nous en disant « Oh là là, ça va se savoir » et puis on aura les foudres du leader en question. Donc je crois que c'est beaucoup plus compliqué encore que simplement d'être élu ou de ne pas être élu. Parce que bon, si on a en tout cas des expériences communes, c'est d'avoir vu si souvent les femmes au fond des listes, c'est-à-dire non élues. Mis à part les socialistes qui ont pris beaucoup plus vite le réflexe de porter des femmes sur leur liste. Pour les autres partis, c'était quasiment constant que les femmes se retrouvaient non élues. Je lisais, je ne sais pas si vous avez lu tout à l'heure sur le site du Nouvelliste, Conseil d'État valaisan, les démocrates chrétiens, il n'y a plus que, je crois, 2 candidats en lice et pas une femme, encore. Bon, ils espèrent en trouver une. Maintenant, je pense au PLR, il n'y aura pas de femme non plus. À l'UDC, d'après ce que dit de nouveau le Nouvelliste, il n'y aura pas de femme non plus. Et au PS, il n'y aura non plus pas une femme. Alors, quelle est votre réaction par rapport à... Ça veut dire qu'on a eu la première femme chez les socialistes, hein, elle a fini ses 12 ans, et maintenant est-ce qu'on repart pour, je sais pas moi, 12 ans, sans femme au Conseil d'État? Qu'est-ce que vous en pensez, Carole Fourrière? Moi, je trouve que c'est inadmissible s'il n'y a pas de femmes qui sont candidates. Mais, par exemple, si je prends l'exemple du Conseil national, les listes... Les hommes, ils sont là tout de suite. Et puis, les femmes, c'est vrai qu'ils viennent souvent nous chercher très tard, où on n'est pas assez préparé, où on devrait plus se mettre ensemble et se préparer pour se mettre en avant. Puis on vient nous chercher à la fin. Et puis, comme on dit, on est en bas de liste, on est... voilà. Alors, nous, c'était par ordre alphabétique qu'on était sur la liste. J'ai dit, heureusement que je n'ai pas épousé un dessus. J'aurais été derrière la liste, ça n'aurait peut-être pas été très drôle. Mais là, je trouve qu'aujourd'hui, que les partis n'arrivent pas à proposer des femmes, surtout que ça fait longtemps qu'on sait comme quoi que Esther Weber va arrêter et puis que voilà, et puis qu'ils sont que 5. Donc je trouve oui. Est-ce oui, que vous avez l'impression, comme vous disiez, vous arrivez plutôt à la fin, quand la liste est déjà faite à peu près, est-ce que vous avez l'impression que les femmes, c'est un peu des porteuses d'eau? Alibi? Non, j'aime pas ce terme alibi ou porteur d'eau, parce que sur porteur d'eau, sur la liste, que si on est sur une liste où il y a 2 sortants, et puis qu'on est 6, on pourrait dire qu'il y a 4 porteurs d'eau. Mais c'est vrai que moi, je sais que là, sur la liste, au début, quand on m'a demandé, j'ai dit non, pour des raisons familiales. Puis après, ça a évolué, les raisons familiales, donc j'avais plus les raisons. Puis comme je suis assez fonceuse, je me suis dit, j'y vais. Mais j'ai discuté avec énormément de femmes où on leur a proposé certaines choses, mais elles n'ont pas osé aussi dire oui, parce que c'est quand même pas évident. Il faut concilier déjà
vie professionnelle, vie familiale, puis après il faut ajouter la vie politique, après il faut ajouter une campagne électorale, et comme l'a très bien dit Sarah, hein, c'est une bagarre à l'interne d'une liste. Hein, c'est pas, on croit qu'on est copain, mais c'est pas... Hein. Donc il faut vraiment avoir envie de venir. Et puis bon, je ne vous dis pas au niveau financier, il faut avoir les moyens. En tout cas au PDC, il faut avoir les moyens d'être candidat. Ou candidate. Vous dites, Sarah, Constantin disait avant une bagarre à l'intérieur de la liste, mais pour le Conseil d'État, c'est plutôt une bagarre à l'interne du parti avant d'arriver sur la liste. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que là, il faudrait d'autant plus qu'il y ait des femmes, à la limite même 2 hommes, 2 femmes, 4 personnes, et puis après on a un congrès, et puis mais bon, des fois les congrès ça laisse des traces après, mais bon, à un moment donné, voilà, des propos, mais je trouve dommage. Et vous, Nadine Reichen, qu'est-ce que vous pensez de peut-être pas de femmes candidates au Conseil d'État l'année prochaine? Alors je trouve effectivement très dommage que si vraiment ça se produit que le PDC n'arrive pas à trouver une femme, qu'il n'y ait aucune femme sur aucune liste, c'est effectivement, voilà, ça expose de nouveau le problème qu'on a en Valais, la peine qu'on a à évoluer. Moi je trouve que les jeux sont souvent faits quand même pas mal d'années avant. En tout cas au niveau de notre parti, on sait déjà depuis 4-5 ans qui va se mettre sur la liste. Alors c'est aussi difficile, comme tu le dis, voilà, de se préparer, de se faire un comité, de se préparer, puis de dire, voilà, maintenant, on a cette candidature de femme qui veut venir. En tout cas, pour nous, c'est clair, depuis plusieurs années, on sait qui c'est qui va se mettre sur la liste. Donc, c'est quand même assez difficile. Anne-Marie Sautier, aussi, vous avez un peu la larme à l'œil quant au manque de femmes au Conseil d'État. Absolument, mais je dirais que c'est un problème qui tient déjà à la source. Je regardais, j'ai une liste... au niveau du bureau des métiers, les présidents d'associations, directions, conseils, etc. Il y a 45 personnes, il y a 44 hommes. Il y a une seule femme qui préside une association. Après, c'est laquelle? C'est une Madame Solveig Priot. Non, mais c'est quelle association? C'est pas mentionné. Ah bon, j'allais dire, est-ce que c'est les couturières probablement, ou bien, je ne sais pas. C'est possible. C'est féminin. C'est possible, je ne la connais pas. Mais ça démontre déjà que pour être candidate au Conseil d'État, il faudrait déjà être implanté dans certains milieux, certaines associations. Là, elles n'y sont pas. Donc, c'est difficile d'émerger. Puis, je n'ai jamais vu, je ne pense pas que mes collègues l'aient vu, une femme qui part de chez elle, qui va à l'Assemblée du parti, puis qui dit « Moi, je suis candidate ». Les messieurs le font. Les messieurs le font spontanément, on a un comité, tout d'un coup il y en a 3 qui sortent du bois en disant « Ah mais moi ça m'intéresse, moi je suis candidat ». Les femmes se disent « Ils viendront me chercher parce qu'ils savent que j'ai les compétences, j'attends ». Puis quand on attend trop, ben, le train passe. Et je pense que le problème est fondamental parce qu'on manque de socle. Il y a maintenant une génération de femmes qui avancent, qui a des postes intéressants. Et c'est à elle de revendiquer, d'oser s'affirmer, aller de l'avant en disant « Moi, je suis candidate au Conseil d'État ». Et Sarah Constantin, bon, vous avez eu la première femme, le PS a eu la première femme socialiste au Conseil d'État. Maintenant, probablement qu'elle sera remplacée par un homme. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que c'est pas joli, c'est clair. Après, il y a plusieurs partis. J'aimerais aussi que le PSVR mette une femme sur ses listes. Je pense que ce qu'a dit avant Carole, c'est intéressant. C'est toi qui as dit que c'était décidé à l'avance? Ou bien non, c'est Nadine qui a dit ça, que les choses, elles sont souvent décidées à l'avance. C'est vrai, mais pourquoi c'est vrai? Parce que les hommes planifient leur carrière politique et que les femmes, on n'a qu'à faire la même chose. Alors c'est vrai, on doit jouer avec d'autres paramètres, si on veut une famille, si on n'en veut pas, notre vie professionnelle, etc. Mais le jour où on osera dire ce qu'on veut et planifier notre carrière politique, on n'attendra plus qu'on vienne nous chercher. Moi, j'ai annoncé à mon parti comment je voyais un peu l'avenir. Alors c'est clair que ça perturbe un peu certains quand on dit les postes qui nous intéressent, comment est-ce qu'on pense arriver jusque-là. Il y en a qui se disent « Oh là là, elle est gonflée » ou bien je sais pas, mais les hommes le font tout à fait facilement. Ils en discutent au bistrot, il n'y a pas de problème, je me vois bien être candidat à ça, etc. On doit faire pareil. Et on doit se préparer, surtout être prête. Si à un moment on vient nous chercher, c'est peut-être déjà un peu tard parce qu'on aurait dû y aller de nous-mêmes, mais si on vient nous chercher, il faut être prête. Il
faut avoir posé les pions, il faut avoir des contacts, il faut avoir fait un début de carrière politique, savoir comment ça fonctionne, si on ne veut pas à chaque fois finir dernière de liste et être déçu. Et Silette Crétan, quel est votre avis, quel est votre regard sur ces futures élections au Conseil d'État sans femmes? Je dois dire que je suis devenue un peu désabusée avec le temps, hein, parce que des candidates au Conseil d'État, des femmes candidates au Conseil d'État, moi en 2001 j'étais la 7e qui se lançait dans la course, et puis il a fallu attendre 2009 pour qu'on en ait une qui soit élue. Donc on ne peut pas simplement dire que parce qu'il n'y a pas de candidate. Je crois tout simplement qu'elle n'entre pas dans les programmes et dans les projets électoraux des hommes et surtout des partis politiques, puisqu'ils sont encore largement tenus par les hommes. Je crois qu'on doit vraiment se poser la question de comment on va continuer, parce que c'est une question en tout cas qui se posera à la Constituante. On a vu qu'en 1981, la Confédération, enfin au niveau fédéral, on a adopté un article constitutionnel qui avait l'air pourtant très contraignant, hein, sur l'égalité des salaires, il était très contraignant. Puis malgré ça, on n'arrive pas encore à avoir une réelle égalité dans ce domaine-là. Je pense qu'il faudra aller plus loin que de simples recommandations, parce que la dernière fois aux élections au Conseil national, tous les partis savaient, ils avaient d'ailleurs mis des femmes sur leur liste, mais on ne peut pas les obliger après à les faire élire, donc il n'y en a tout simplement eu aucune qui a passé la rampe. Et ou bien on se contente de ça, ou bien on va vers des mesures beaucoup plus coercitives, sans quoi il faudra encore attendre 50, 100 ans pour que quelque chose bouge. Je vais le faire. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde. C'était le mot de la fin, Silette Crétan. Merci à Nadine Reichen, à Carole Fourer, à Silette Crétan, à Anne-Marie Sautier et à Sarah Constantin. La prochaine rencontre aura lieu le 7 septembre et portera sur le thème « Analyse des comportements dans les urnes, où le vote a-t-il un genre ?» Alors, rendez-vous donc en septembre prochain.